Bienvenue sur Talents Précieux, le podcast de la réussitologie, l'art des comportements de la réussite. Talents Précieux a pour ambition d'illustrer la mise en œuvre des comportements qui mènent au succès, dans le contexte professionnel, à travers le témoignage d'un invité différent à chaque épisode. Je suis Perrine Corvézier, avec Amélie Dag, mon associée, que vous entendrez sur d'autres épisodes. Nous avons fondé Human Learning Expedition, le cabinet de conseil et de coaching qui produit ce podcast. Abonnez-vous à Talents Précieux pour être prévenu des nouveaux épisodes. Si vous nous écoutez sur Apple Podcast, notez la chaîne avec 5 étoiles pour permettre à d'autres auditeurs de la découvrir. Et n'hésitez pas à parler Talents Précieux autour de vous, sur les réseaux sociaux et dans la vraie vie. Vous pouvez suivre Human Learning Expedition et Talents Précieux sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn et sur Twitter. Place maintenant à l'invité de cet épisode. Qu'est-ce que ça veut dire un artiste qui réussit ? C'est peut-être pas celui qui va vendre le plus de notre vivant. C'est peut-être pas celui qui va plus faire parler de lui dans la presse. C'est pas nécessairement ceux qui vont être le plus exposés dans les musées, puisque les musées ont un petit temps de latence que je dénonce souvent avant d'adouber quelqu'un ou un mouvement artistique. Donc c'est complexe, mais en tout cas quelqu'un qui a quelque chose à apporter à notre monde. Je crois très fortement que l'artiste a cette capacité de vision et donc d'expression de quelque chose que la personne qui n'est pas artiste, par exemple moi, n'a pas. Donc parfois ça peut être très très abstrait, et c'est ça qui est intéressant. Mais c'est un artiste contemporain, c'est quelqu'un qui parle de son monde et j'aime justement chercher ce type d'artiste. Alors comment ça se passe concrètement ? C'est là que la chasse au trésor commence. Que vous êtes-vous offert pour vos 18 ans ? Une fête ? Un bel objet ? Une escapade ? Notre invité s'est offert le vernissage d'une exposition d'artistes de street art dans sa propre galerie. Magda Daniz est galériste, passionnée et experte reconnue de street art, d'art numérique, d'art chinois contemporain et d'autres spécialités. Elle a de l'audace. Vous entendrez derrière sa douce voix, Magda partager humblement son parcours qui débute par l'ouverture de sa première galerie à 17 ans et qui aujourd'hui expose dans ses 3 galeries à Paris, à Londres et à Shanghai. Magda part constamment à la chasse au trésor de nouveaux artistes. Elle suit son instinct et accompagne dans la durée les artistes dans la mise en œuvre de leurs projets. Elle a du flair. Magda a exposé et collaboré avec des artistes comme JR, qui réalise des collages photographiques monumentaux, Shepard Fairey, celui qui a peint le portrait d'Obama en bleu et rouge, Vils, Felipe Pantone, Erwin Olaf et d'autres nombreux artistes. Elle a su écouter. Magda a eu comme mentor Léo Castelli, le galériste, marchand d'art, référence sur l'art américain de la seconde partie du XXe siècle. Vous découvrirez dans notre conversation comment Magda travaille avec ses équipes, avec les artistes, avec les acheteurs et les collectionneurs. Elle parle du drive, qui lui permet depuis toutes ces années de faire bouger les lignes et de rester en haleine. Vous l'entendrez parler de sa récente découverte, les vacances, celles où on ne consacre pas tout son temps à parcourir les galeries. J'ai vraiment apprécié son approche de la réussite et du succès, qu'elle relativise en posant la question « Peut-on être dans une logique de réussite sans connaître le but final ?» Bonne question. Merci Magda pour ton accueil et le temps que tu as consacré à notre conversation. Bonne écoute à tous nos auditeurs. Bonjour Magda. Bonjour. Merci de nous recevoir dans ta galerie parisienne. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, quel est ton métier ? Déjà, on va commencer comme ça. Bienvenue à la galerie, qui est un peu mon QG, effectivement, parce que je suis ce qu'on appelle galeriste. Galeriste, c'est un métier qui est mal connu, je dirais, parce qu'il revêt beaucoup de choses différentes. Certains y voient le métier de marchand d'art. J'achète et je revends des œuvres d'art. Mais c'est une réalité qui est beaucoup plus large puisque un de nos gros métiers, c'est de soutenir les artistes, de les diffuser, de les promouvoir et donc bien sûr aussi de les vendre. C'est quoi les proportions d'activité dans ces 2 types de... Alors à la galerie, on a des proportions, on a des facettes donc très très variées qui vont être de la production de nos propres expositions. Souvent, je fais le parallèle avec l'industrie de la musique que les gens
appréhendent peut-être un peu mieux, connaissent un peu mieux l'envers du décor. C'est comme si on était un label indépendant, parce qu'on est juste, on peut compter que sur nous-mêmes. On trouve des artistes. Et puis on les soutient, on les promeut, d'abord à travers les expositions qu'on a chez nous, donc j'ai 3 galeries, à Paris, à Shanghai et à Londres. C'est un peu comme si j'avais mes petits clubs de jazz, mais quelque part, faut aussi que je les fasse tourner à Bercy, Madison Square Garden, une fois qu'ils sont connus. Si tant est que ça soit ce qu'ils veulent. Donc nous, ça va être les musées. Donc leur trouver une autre audience, élargir, et tout ça, bien sûr, ça demande des moyens. Faire une expo de musée, c'est quelque chose qui demande beaucoup de moyens. Donc, on peut d'une part vendre leurs œuvres à la galerie, mais aussi lever des fonds, trouver des coproducteurs finalement. C'est comme toujours en filant la métaphore de la musique. Et c'est un métier qui est passionnant pour ça, parce qu'en fait, on commence avec un artiste tout jeune qui a plein d'idées. Et on va aider, finalement, on va arroser la petite pousse pour qu'il grandisse, on va lui donner les bons éléments pour que ça avance et que les choses se développent. Ça me fait penser aussi un peu au métier d'agent, mais vous n'êtes pas agent de ces artistes-là, si? Ou alors, vous pouvez l'être? C'est marrant parce que le terme d'agent en art plastique a été très galvaudé. Au point où il est devenu même un peu un truc, dès qu'on dit qu'on est agent d'artiste, alors là ça fait pas rêver, c'est un peu l'intermédiaire qui n'a jamais trouvé sa place. Alors que si vous regardez, que ce soit chez les acteurs, les musiciens, voire même les mannequins, il a tout à fait sa place. Quelque part, on revêt cette casquette-là aussi, oui. Alors pas toutes les galeries. C'est pour ça que je disais qu'il y a beaucoup de réalités de galeries. Il y a plein de galeries qui disent oh là, on va pas s'embêter avec ma vie, mon œuvre de l'artiste, voire même je vais travailler avec des artistes qui ne sont plus de ce monde. Il se trouve que moi, à l'inverse, c'est ce qui me passionne. C'est vraiment cette relation avec l'artiste, la mise en œuvre de vision, d'aider à un moment de la carrière, parce que c'est pas un mariage à vie. D'ailleurs, en est-il encore dans notre monde, mais donc ça peut être une période de la vie de l'artiste, et au contraire, on est heureux de participer à l'essor de l'artiste. T'as des spécialités quand même, t'as un univers dans lequel tu exposes les artistes qui est très particulier. Alors quand j'ai commencé, il y a déjà un peu de temps, on me demandait tout le temps quelle est votre ligne. Et puis quand j'ai commencé, donc c'est pas un secret, j'avais 17 ans, donc je comprenais même pas la question. J'étais là, mais de quoi me parle-t-on? Je pense qu'on a une pensée adolescent assez directe. Donc le blabla, ça passe, et j'étais là, non mais il y a pas de ligne. Je préfère le terme de spécialité, effectivement, qui est beaucoup plus concret qu'à l'époque j'aurais pu effectivement comprendre. J'aime pas qu'on mette dans des cases. Donc à chaque fois qu'on a voulu dire mais il y a telle spécialité, je me suis vite empressée d'en développer une autre. Tout ça pour qu'à un moment un critique d'art, il y a une dizaine d'années, me dise finalement tout ça est lié. Et mais ça c'est leur métier, c'est là où ils sont bons, c'est qu'ils voient une logique dans plein de choses différentes. Et effectivement, parmi les spécialités, ou ce qu'on appelle chez nous des expertises, avec le temps, parce que c'est que ça, une spécialité, c'est qu'on est là depuis un moment et qu'on a fini par en voir des choses, donc on peut se prononcer un peu sur le sujet. Donc dans ces spécialités, il y a bien sûr le street art, dont on m'a souvent sollicité là-dessus, mais c'est, je dis presque par chance, parce que je suis née en même temps que le street art, étant née dans les années 70, et l'essor date des années 80, fin des années 80 en France. J'étais aux premières loges. De la même façon, l'art numérique, ça c'est un de mes grands dadas. Je suis une geek insoupçonnée totale. Alors c'est moins médiatisé, on en parle beaucoup moins, mais pour moi c'est quelque chose qui est extrêmement important dans la manière dont on conçoit les œuvres pour les artistes, et nous regardant dont on les consomme. C'est un terme un peu moche pour de l'art, mais en tout cas dont on s'en empare, et qu'on les laisse rentrer dans notre cerveau. Donc ça change beaucoup de choses. De par de là, du coup, très tôt, je me suis aussi passionnée pour la vidéo. Donc régulièrement, on fait des expositions 100% vidéo. Ça, j'adore. Et puis la vie a fait que la photo aussi est devenue quelque chose de très fort à la galerie, mais aussi l'art chinois, puisqu'il y a 10 ans, tout juste, j'ai ouvert une galerie en Chine. Alors j'y connaissais rien avant. Et puis, comme beaucoup de gens, on se dit oh là là mon Dieu, mais même les noms, j'y arrive pas. Et maintenant, c'est mon univers quotidien, puisque j'y vis 25% de mon temps. Donc voilà. Donc ça va être des spécialités assez variées. Et puis il y aura de toutes les façons des artistes qui n'appartiennent pas à ces spécialités. Je vais toujours essayer justement qu'on ne nous rentre pas dans une case. Ce qui m'intrigue, c'est comment est-ce que tu vas dénicher
les nouveaux artistes? C'est de la cooptation d'un artiste qui devient connu, qui prend sous son aile d'autres jeunes artistes qui te vont te présenter. Comment ça se passe? La découverte de l'artiste, c'est ça qui est intéressant. Moi, je dis souvent, mon métier, c'est chasseur de trésors, en fait. C'est d'essayer de trouver quelqu'un qui va être le prochain Picasso. Mais en même temps, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Et on est en plein dans le sujet. Qu'est-ce que ça veut dire un artiste qui réussit? C'est peut-être pas celui qui va vendre le plus de notre vivant. Van Gogh en est un bon exemple. C'est peut-être pas celui qui va plus faire parler de lui dans la presse. Vous avez plein de gens très moyens qui font beaucoup parler d'eux dans la presse dans tous les domaines. C'est pas nécessairement que les grands génies qui au présent sont reconnus. C'est pas nécessairement ceux qui vont être le plus exposés dans les musées, puisque les musées ont un petit temps de latence que je dénonce souvent avant d'adouber quelqu'un, mais quelqu'un ou un mouvement artistique. Donc c'est complexe, mais en tout cas quelqu'un qui a quelque chose à apporter à notre monde. Je crois très fortement que l'artiste a cette capacité de vision et donc d'expression de quelque chose que la personne qui n'est pas artiste, par exemple moi, n'a pas. Donc parfois ça peut être très très abstrait, hein, et c'est ça qui est intéressant. Mais c'est un artiste contemporain, c'est quelqu'un qui parle de son monde, et j'aime justement chercher ce type d'artiste. Alors comment ça se passe concrètement? C'est là que la chasse au trésor commence. Comme je me place très très en amont du marché, je vais pas aller dans un salon et regarder ce que mes petits camarades exposent. Pour moi là c'est déjà trop tard. Donc ça va être plutôt des rencontres, un peu comme des rencontres humaines. Ça peut être bien sûr des visites d'ateliers, mais je vais aller voir les autres ateliers. Ça peut être des gens, mais très très early stage, comme on dit, qui vont me recommander de suivre le travail de quelqu'un. Je pense aux professeurs en école d'art. Souvent, ce sont eux-mêmes des artistes, eux-mêmes des critiques d'art, des historiens. Donc, ils ont un œil. Et il y a mille et une situations. Parfois, il y a des blind dates. Il y a même des situations cocasses. Non, pas du tout. Quelqu'un qui va dire, moi, il faut absolument que tu rencontres ma femme. Elle est tellement belle, tellement bonne artiste. Mais on sait jamais. Donc, il faut retourner les pierres, regarder. Alors, c'est dur parce qu'on a beaucoup de sollicitations. C'est comme ça que le monde est fait. Aujourd'hui, on est assailli d'images, de choses. Donc, avoir le temps de cerveau pour regarder. Et puis, à un moment, ce qui se passe, et là, c'est quand même de l'instinct, quoi qu'on dise. C'est comme si j'avais un petit radar dans ma tête et je loque un artiste bien avant de même penser à ce qu'on va faire. Et je me dis, tiens, ça, il faut suivre. Et quelque part dans ma carte des étoiles, cette étoile-là, je la regarde. Je regarde où il va. Et une fois de plus, c'est pas une question de valeur, de succès, mais c'est plutôt comment le travail évolue. On peut avoir été séduit par une œuvre, mais dans mon métier, contrairement à la personne qui va acheter cette œuvre et qui l'adore ou qui va juste s'en souvenir, moi, il faut que je m'assure que le reste du travail va plutôt dans cette direction qui a fait que ça a déclenché une petite étincelle. Et à partir de là, commence un travail d'observation un peu discret, si ce n'est secret. L'artiste en général le sait pas trop, jusqu'à une rencontre. Provoqué ou pas, après il y a la vie qui fait que, et où moi je me dis tiens, il y a un moment, on a quelque chose nous en tant que galerie, parce que c'est vraiment un travail d'équipe, à apporter à cet artiste. Nos chemins se croisent, faisons un bout de chemin ensemble. Ça commence en général par une expo de groupe où on vérifie que les intuitions sont bonnes quand même. Il y a un moment de la rationalité, et si ça se passe bien, une exposition personnelle, beaucoup de projets extérieurs, etc. Le risque, c'est que quelqu'un d'autre les repérait et l'expose avant toi, non? Il y a toujours un risque. Alors, dans mon métier, étonnamment, j'ai moins de confrères hyper aventureux que de confrères suiveurs. C'est comme ça, c'est ni bien ni pas bien. Donc mon risque, il est plutôt après. C'est une fois que j'ai fait tout le travail de découverte, si on reprend un peu le schéma, l'expo de groupe, l'expo perso, tout ça marche bien. Je fais mon petit lobbying pour que il aille dans tel centre d'art, tel musée, et c'est là qu'arrive une galerie beaucoup plus grosse, beaucoup plus dotée financièrement, etc., qui ne s'est pas épuisée sur tout le premier marché, parce que ça prend beaucoup d'énergie, qui arrivent toutes fraîches et disent bonjour, je suis là. Ça, c'est un gros risque, mais avec le temps, je le vois pas comme un risque. En fait, c'est notre métier.
C'est notre métier, c'est à moi d'être intelligente avec mon équipe pour soit effectivement que l'aventure dure plus longtemps s'il y a un succès, ou qu'on garde des œuvres, ou qu'on ait finalement un payback quelque part. Mais c'est intrinsèque à notre métier. Les gens détestent que je dise ça en disant mais mon Dieu, elle baisse les bras, et pas du tout. C'est la logique de notre métier. Aussi difficile que ça puisse paraître, donc les histoires peuvent durer plus ou moins longtemps. Des artistes peuvent aussi revenir, peuvent aller faire un tour chez quelqu'un de beaucoup plus gros et se dire finalement c'est pas si mal. Une fois de plus, on n'est pas mariés. C'est pas une tromperie. On a cette vision très liée à nos définitions classiques de la vie maritale. C'est pas ça. C'est aussi un business. Donc il faut pas l'oublier. Les artistes, qu'est-ce qu'ils trouvent dans ta galerie? Pourquoi est-ce qu'ils viennent? Pourquoi est-ce qu'ils te choisissent? Pourquoi ils reviennent? Alors, c'est peut-être pas à moi qu'il faudrait poser la question. Ah oui. C'est eux qui savent mieux. Avec le temps, je pense d'abord, certains, ils me le disent, sont intrigués par l'intérêt que je peux porter très tôt dans la carrière. Et par intérêt, ça veut dire qu'il y a un dialogue, ça veut dire qu'on parle des choses, que voilà, c'est quelque chose qui est précieux en début de carrière. Enfin, même quand quelqu'un marche très bien d'ailleurs, parce que c'est d'autant plus difficile d'avoir quelqu'un qui dit non, en fait ça c'est moins bien. Faire des compliments c'est facile, mais dire débattre c'est moins facile. Je pense qu'il y a une énergie à la galerie, et ça on me le dit souvent, qui fait que si un artiste a envie de quelque chose, on va rarement dire oh non c'est pas bien, au contraire on va aider. Et donc capacité à démultiplier des projets, et les artistes ont besoin de montrer, d'être vus, ou donc beaucoup de travail. On va mettre, on ne s'économise pas. Faut que je fasse attention de temps en temps, mais je pense que c'est ça aussi qu'ils viennent chercher, cette capacité à mettre en œuvre des projets. Et puis avec le temps, ça fait quand même la galerie passe dans sa 29e année, mon Dieu. C'est aussi parce qu'il y a eu des succès chez certains, donc ils se disent c'est peut-être un passage qui est pas si mal que ça. C'est une bonne. Il y a eu des bonnes découvertes, donc peut-être que moi aussi ça marchera aussi bien que ceux d'avant. Voilà, j'imagine. Tu as parlé de ton équipe à plusieurs reprises. Qu'est-ce que tu cherches dans la collaboration avec ton équipe? Qu'est-ce que tu vas chercher comme compétences, comme profil? Je dirais que ça, au fond, c'est ce qui est le plus subtil. On peut avoir des visions, on peut avoir des super artistes. Si on n'a pas derrière une bonne équipe et tous ensemble pour faire monter le truc, ça va être compliqué. Et avant tout, et j'ai eu ces soucis de ressources humaines où on se dit tiens, je vais recruter par compétence. Et en fait, tout ça est beaucoup plus subtil. Donc c'est plutôt bien sûr la motivation, capacité d'écoute et des autres membres de l'équipe et des artistes, une capacité de mise en œuvre. Donc c'est des choses qui sont plutôt de l'ordre du talent humain que de la compétence formelle, et qui sont donc très très difficiles à imaginer juste pendant un entretien. Et c'est aussi à nous, ceux qui sont déjà dans l'équipe, quand il y a de nouvelles personnes qui arrivent dans l'équipe, à essayer de monter la chose. On est dans un métier qui est très difficile parce qu'il est infini, parce qu'il y a un artiste, on peut toujours démultiplier les projets, parce qu'il est très subjectif. Est-ce que telle expo est mieux que celle-là? Est-ce qu'il faut produire telle œuvre ou telle œuvre? Il y a toujours des choix à faire, donc on est tout le temps à des carrefours. Et donc ça, c'est une pression constante qu'on se met à nous-mêmes, qui est complexe. Donc on est tout le temps dans des choix, dans des décisions, et qui pour la carrière de l'artiste peuvent être importantes. Ouais. T'as 3 galeries dans le monde, donc t'as, j'imagine, une équipe qui tourne un peu et puis des équipes locales. Comment est-ce que tu fais pour travailler à distance avec les équipes qui sont loin, en particulier la Chine? Tu n'y es pas 75% du temps? Alors, le travail à distance, c'est un vrai challenge. Et d'ailleurs, il concerne pas que les équipes, parce que nos artistes sont un peu partout dans le monde. En plus, certains ont le bon goût de bouger tout le temps. Donc grosso modo, si je reviens juste à moi, ma vie, elle est... je me réveille, alors j'ai la chance d'avoir des enfants, donc je me réveille très tôt. Et Shanghai est déjà très très réveillé. Selon si on est en heure d'hiver ou en heure d'été, il est déjà
À 7 heures du matin, il est déjà 1 heure de l'après-midi, donc ou 2 heures de l'après-midi. Donc leur journée est déjà bien avancée, il y a déjà potentiellement des urgences. Donc c'est déjà apprendre aux interlocuteurs du matin à trier les urgences, à plus d'autonomie, et en même temps, quand on est entrepreneur, c'est très dur de lâcher la bride trop, surtout dans des contextes comme l'Asie où, mon Dieu, ça va vite, ça peut être très différent et on n'est pas à l'abri d'une erreur. Et puis de l'autre côté de la journée, je travaille par exemple avec des artistes qui vivent à Los Angeles. Donc, eux, ils commencent leur journée quand nous, il est déjà bien le soir. En général, ils sont bien réveillés pour un call quand il est 1 heure du matin à Paris. J'adore. Donc oui, c'est compliqué, mais c'est aussi de s'apprendre à soi-même et d'apprendre à nos interlocuteurs vraiment à gérer les priorités. Et c'est compliqué. Ça, c'est vraiment un truc qui est... et je pense tout entrepreneur international se retrouve face à ça pour pas se laisser épuiser par ce rythme-là. Donc bien dispatché, etc. Et que chacun puisse gagner en autonomie. Là, ça fait 10 ans que tu as ouvert en Chine. J'imagine que tu as vu une énorme évolution dans le marché de l'art, dans la ville dans laquelle tu es. Qu'est-ce qui t'intrigue le plus en Chine aujourd'hui ? Alors, je dis toujours, j'ai une chance inouïe d'être arrivée en Chine il y a 10 ans, un peu par hasard. Ça fait partie des choses étonnantes. C'était le bon moment. Et j'ai l'impression d'être au premier rang d'un opéra qui se joue live devant moi pour la première fois. Et tous les jours, il y a des choses qui changent. Avant même de parler du marché de l'art, de la création contemporaine, c'est la skyline tous les matins quand je me réveille. C'est-à-dire que d'un mois sur l'autre, vous avez un building. Il y a une rue qui change. Nous déjà, on est... j'aime bien d'ailleurs alterner entre Paris et Shanghai, mais on est tout chose quand une rue change de sens ou qu'une voie de vélo est créée. À Shanghai, c'est hallucinant. C'est à l'échelle de 10 ans, je n'en reviens pas. Et j'adore, c'est ce qui est aussi une forme d'adrénaline, de se dire waouh, il y a tout qui évolue. Donc bien sûr les mentalités des gens, leur regard surtout, dont l'art contemporain. Et en 10 ans, ce qui a été l'évolution a été étonnante, magnifique. Enfin, je veux dire, mais c'est un peu la chance que j'ai aussi avec les artistes quand on les prend early stage, c'est ce qui se passe sur justement, mettons une période de 5-10 ans, c'est génial de voir que mais c'est le même émerveillement, je pense, que des parents ont quand ils ont un enfant d'1 an et puis il arrive à sa maturité, on dit mon Dieu, qu'est-ce que je viens de traverser. On est un peu ça, on est un peu dans ce moment-là avec Shanghai. En termes d'art contemporain, c'est très étonnant. Dans un pays où néanmoins, il ne faut pas se leurrer, l'art a toujours eu une très très grande part, même s'il y a eu la révolution culturelle, on n'enlèvera pas 5000 ans de culture de l'ADN des Chinois. Et vraiment, les gens vibrent face à l'art. Aujourd'hui, c'est juste que ça s'est plus structuré. La première fois que je suis venue à Shanghai, quand on rentrait dans un musée ou une galerie d'art, il y avait quelqu'un qui vous allumait la lumière de salle en salle. Puis voilà, les conditions de monstration étaient pas hallucinantes. Aujourd'hui, tout ça a énormément évolué, des normes internationales, ça fait un peu bizarre de parler de ça pour des expositions, mais sont vraiment là. Un nombre de musées incroyable s'est construit, et des musées vraiment étonnants, tant architecturalement que par les projets qui montent, etc. Et le tout en mode on teste, on apprend, on recommence, on tombe, on recommence et on s'améliore. Et ça, j'adore parce que c'est hyper motivant. Avec un marché de l'art qui, quand je suis arrivée, était vraiment là pour le coup l'apanage de quelques méga collectionneurs. Alors à l'échelle de la Chine, ça tombe bien, il y en a un peu plus que nous, Pinault Arnaud, mais c'était vraiment du très très gros collectionneur. On n'avait quasiment pas de clients pour des œuvres moyennes, hein, ce qui nous est à Paris plutôt ce qui va intéresser les gens comme nous tous, quoi, qui peuvent craquer sur une œuvre d'art. Et aujourd'hui, depuis 2-3 ans, ça s'est beaucoup élargi. On a un public plus large qui veut acquérir des œuvres pour son propre plaisir, pas juste pour créer son musée ou une énorme giga collection. Donc c'est super motivant. C'est quoi le succès d'une galerie pour toi? Enfin, comment tu définirais le succès? Alors, d'abord, il y a la façon dont c'est défini un peu par le marché, qui va être clairement monétaire, financier. Et
il y a, je sais pas, peut-être 7-8 ans, un de mes anciens étudiants de Sciences Po, dans une autre vie, j'ai enseigné à Sciences Po, qui était sur France Inter et me fait une interview et me dit « Est-ce qu'un jour vous voulez devenir Gagosian ?» Donc, une des grosses galeries dont les chiffres d'affaires sont en centaines de millions d'euros. On parle pas de petits joueurs, là. Et ça m'a pris de court parce qu'on était en direct. Et je lui ai dit, mais non, en fait, non. Ça sera pas ça ma réussite. On a tous besoin de plus de moyens. Donc, il faut néanmoins, pour la réussite finale, avoir des réussites financières. Parce que pour pouvoir financer les artistes, les garder, on en parlait tout à l'heure, continuer à financer leurs projets, ça coûte cher, des expos, ça coûte cher de fabriquer des bronzes, des œuvres un peu spéciales. Donc on a besoin d'en passer par là. Mais pour moi, c'est pas la réussite finale. La réussite finale, c'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe et que j'ai toujours pas élucidé, pour être très très sincère, mais qui va plus passer par les artistes qu'on arrivera à faire émerger. Effectivement, la qualité de la relation qu'on va garder avec eux, que ce soit ils restent dans la galerie ou ils sont ailleurs, mais on a une relation qui continue. Et puis par la qualité des projets qu'on va faire. Faut voir qu'à la galerie, on a les expos qu'on fait dans nos salles de jazz, comme je disais tout à l'heure, dans nos galeries. Mais il y a pas mal de projets par an qui sont dans d'autres lieux. Ça va être des centres d'art, des musées ou des lieux encore plus étonnants. Et la qualité de ces expositions-là, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup, parce que là, on touche d'autres publics, beaucoup plus larges. Donc effectivement, comment on va pouvoir apporter une pierre à l'accessibilité finalement de l'art contemporain, à la diffusion du message de l'artiste. C'est un peu un tout qui est lié à ça, à la réussite, je pense. Dans la vente d'une œuvre, sans l'artiste, souvent l'artiste n'est pas dans l'exposition, il n'est pas là à plein temps dans l'exposition. Donc ça veut dire que vous faites le porte-parole de l'explication de l'œuvre. Ça m'intéresse beaucoup de savoir comment ça se passe. Je dis souvent aux artistes, il faut que tu expliques bien à toutes les équipes, mais à tout le monde. C'est pas juste moi qui ai décidé de faire l'expo. Finalement, quel est ton drive, ta vision, tes mots? Faut qu'on prenne sa voix presque, sans surinterpréter. Parce que chacun, on peut avoir face à une œuvre 1001 interprétations. C'est un peu comme quand on était petit, on avait les profils de lecture, un poème, on pouvait en faire un livre. Et pareil pour une œuvre d'art. On pourrait écrire un livre sur une seule œuvre d'art. Donc c'est comment rester vraiment fidèle à ce que l'artiste veut qu'on raconte de son œuvre et en même temps apporter à notre visiteur, parce que c'est pas que la personne qui acquiert, faut pas oublier qu'on est ouvert tous les jours, 5 jours sur 7, l'entrée est gratuite, c'est bien pour que les gens viennent, c'est bien pour ça que les artistes nous confient leurs œuvres, pas juste pour les vendre, c'est qu'on fait une forme de médiation. Et donc c'est comment on va intéresser, comment on va donner des clés de lecture, sans trop en dévoiler, pour que les gens plongent dans l'univers. Et c'est un des gros enjeux auxquels je réfléchis en ce moment. Je vais même créer un petit board de réflexion autour de ça, parce que finalement c'est assez frustrant l'exposition. Nous, il y a plein de choses qu'on vit en amont. Par exemple, le déballage des œuvres, la manipulation des œuvres. Je dis toujours c'est Noël, parce qu'elles sortent d'une caisse, qui sont déjà merveilleuses, hein, les caisses en bois, etc. Vous enlevez le plastique, le papier de soie, encore une autre protection, et tout d'un coup apparaît l'œuvre. Alors qu'en exposition, on la donne à voir directement, un peu comme ça, frontalement, suréclairée, sur un mur. Alors elle est bien mise en valeur, mais la personne verra pas ce qu'il y a derrière. Je reviens même un pas en arrière au studio, comment l'œuvre est faite, etc. Donc tout ce backstage qui finalement fait aussi partie de l'émerveillement face à l'œuvre, de la vie de l'œuvre. Je m'interroge beaucoup sur comment le partager. On est en train de mettre des choses en œuvre à la galerie qui ne sont pas de l'ordre du métier de galeriste habituel, qui sont plutôt justement des choses qu'on va essayer de développer et sortir de notre zone de confort, mais pour que le visiteur en ait un peu plus et puisse comprendre ce qui fait que moi, face à une œuvre, j'ai envie de plonger dedans, au sens propre comme au sens figuré. J'avais enfant, parce qu'il paraît que je voulais être galeriste depuis très longtemps, un de mes super copains à l'école qui a toujours été mon contradicteur. C'est d'ailleurs toujours un ami et toujours mon contradicteur. Il a fini chirurgien urgentiste, donc très rationnel, et il me disait toujours, mais pourquoi t'aimes une œuvre? Ça le dépassait. C'est des discussions, on avait 14-15 ans. Et je dis, tu vois, une bonne œuvre, c'est une œuvre, t'as envie de la toucher, t'as envie de plonger dedans et de nager dedans. Et quelque part, c'est un peu ça que je voudrais transmettre aux visiteurs. Et puis il y a des collectionneurs, ils ont envie de nager dedans tous les jours, donc ils vont se faire leur petite piscine à la maison. Ils vont ramener l'œuvre à la maison. Mais ne serait-ce que de
la kiffer, comme diraient mes enfants, dans l'expo, je trouve que c'est déjà bien. Mais parfois, on voudrait donner plus de clés de lecture, le maillot de bain et le bonnet de bain pour qu'ils puissent y aller. Un artiste veut forcément vendre ses œuvres ou tu as déjà rencontré des artistes qui ne veulent pas vendre? Alors pour plein de raisons, il y a plein d'artistes qui veulent pas nécessairement vendre toutes leurs œuvres. Il y a même des artistes qui ne veulent pas vendre leurs œuvres. J'ai un artiste, je ne le dévoilerai pas, ça fait des années, je le taquine. Ça devient de la taquinerie en disant non, mais j'aimerais bien te faire une expo. Et lui trouve que ça ne correspond pas. Ce que je respecte énormément. Mais ça, c'était une claque que je m'étais déjà prise. J'avais 17-18 ans, c'était dans mes premières expos, et un artiste m'avait dit, justement du graffiti, parce que d'habitude on disait pas street art à l'époque, m'avait dit n'essaye pas de faire de moi un artiste. Voulant dire n'essaye pas de me faire des œuvres que tu vas vendre. Et là, bien sûr, j'ai un infini respect pour les artistes. Ma mère étant artiste, j'allais surtout pas l'obliger ou lui tenir le pinceau ou la bombe à aérosol dans ce cas-là pour qu'il fasse des œuvres. Alors, ce qui est plutôt drôle, c'est que maintenant, on en reparle et que c'est un artiste qui est assez connu et qui fait pas mal d'œuvres et qui expose dans des galeries et voilà. Et donc, qui est devenu artiste, comme il dit. Et il vend des œuvres. Mais je respecte énormément. Après, même sur des artistes qui exposent en galerie, il y en a qui ne veulent pas vendre certaines pièces. Pour plein de raisons. Il y a des raisons, d'abord, ils veulent en garder une d'une série. Ça, je le conseille énormément aux artistes. De chaque série, ils vont un peu avoir des archives internes. S'ils peuvent stocker, c'est bien. Ils ne gagneront pas beaucoup d'argent sur la revente des œuvres d'art quand ça vaudra des millions. Donc, faut aussi penser à leur propre futur. Donc, c'est un conseil que je donne souvent aux artistes. Et puis, il y a des œuvres, pour plein de raisons, émotionnelles, techniques, etc., qui veulent pas céder. Et c'est bien ainsi. Et de l'autre côté, il y a les collectionneurs, les acheteurs. Quelle relation tu as avec eux? Parce que tu as une relation de complicité, tu les alimentes, tu les dragues, voilà, comment ça se passe cette relation-là? Il y a autant de types de collectionneurs qu'il y a de collectionneurs, bien sûr. Donc il y en a avec qui on va avoir un rôle de conseiller, ce qui est très très dur parce que si vous voulez le faire honnêtement, c'est un peu, vous dites je peux pas tout lui vendre. Donc comment je fais les choix, c'est complexe, mais du coup ça tourne effectivement souvent en complicité. Je veux dire non, il faudrait que t'attendes, et il faut quand même dire à un moment oui, il faut quand même que je vende. Je vais pas tout dire qu'il y en aura toujours une meilleure qui viendra après. Après, il y a des gens qui viennent demander des conseils beaucoup plus formels, beaucoup plus. Donc là, on est là justement pour ça. Et c'est, je pense, pour moi comme pour les équipes, finalement la relation qui est la plus intéressante. Quelqu'un qui connaît, les collectionneurs connaissent très bien ce qu'ils achètent. Et puis il y a quand même justement ceux qui arrivent et c'est un coup de cœur, ceux qui ne connaissaient pas, qui découvrent. Et j'ai eu, je me souviendrai toute ma vie, en décembre 2007, une exposition ici dans cette galerie d'Erwin Olaf. Et en entrée, il y avait une énorme photo, grand format, d'une femme avec une larme au coin de l'œil. Un monsieur rentre et se met à pleurer devant cette photo. Et dit, je ne sais absolument pas combien ça peut coûter, je ne suis pas du tout collectionneur, je ne connais pas l'artiste, mais cette photo, il va me la falloir. Alors j'étais très très embêtée parce qu'en plus dans les éditions on était bien avancé et parfois en photographie les premières sont moins chères que les dernières, donc là elle était en plus un peu plus chère, donc j'avais pas de bonnes nouvelles à lui annoncer. On s'est mis d'accord, il a payé en plusieurs fois, etc. Pour lui c'était un énorme budget. Il a acheté un chef-d'œuvre. Ce qui est étonnant c'est que maintenant c'est cette pièce-là qu'on met beaucoup dans les musées et de temps en temps je le recroise. Et pour lui, d'ailleurs je crois qu'elle fait la couverture du livre d'Erwin Olaf dans une de ses versions. Et il me dit cette pièce m'a fait vibrer et je l'ai toujours et elle me fait toujours autant vibrer et on est aussi là pour ça. C'est ça qui est beau, c'est que là on réalise qu'on est plus que dans la vente d'œuvres d'art, d'images, on transmet autre chose. Super belle histoire. On en a plein, c'est ça qui est génial dans notre pays, c'est qu'on voit rentrer des gens tout le temps et on a plein d'histoires, d'anecdotes, que ce soit avec les artistes ou avec les gens qui finalement adoptent les œuvres. Je voudrais quand même aborder le sujet de j'ai ouvert une galerie à 17 ans. Comment est-ce que tes parents t'ont autorisé à faire ça? Alors, j'ai la chance d'avoir eu des parents un peu perchés peut-être, un père scientifique et une mère artiste. Alors chez la mère artiste, il y avait clairement, en se disant tiens super, elle marche un peu dans mes pas, elle n'a pas de talent artistique, mais en tout cas elle reste une sorte de fierté. Chez mon père,
c'était plutôt on va respecter ce que tu veux faire. Avec une seule condition, mais alors là, ils étaient hyper intransigeants l'un comme l'autre. En revanche, tu continues tes études. Et tu vas dans tes études le plus loin possible. Grande déception du DIPER quand je n'ai pas eu normal. J'ai essayé d'aller le plus loin possible. Hein. Pas mal. J'ai joué le jeu. Après, bon, j'ai compris qu'il y avait des gens beaucoup plus intelligents et c'est très bien ainsi. En tout cas, pour le futur de la galerie, c'était finalement très bien. Ah, j'étais hyper embêtée parce que quand on passe les concours pour normal, on signe un papier comme quoi on va devoir 10 ans à l'État. Et ma seule pensée, j'avais déjà la galerie. Alors je jonglais entre ouvrir. C'est pour ça que les vernissages sont le samedi depuis toujours à la galerie, parce que j'étais sûre de pas avoir d'examen le lendemain. Et j'étais là, genre, mais dans mes 10 ans à l'État, mais comment je vais faire? Alors on me rassurait en disant tu peux les racheter, mais ma galerie elle est toute petite, je vais jamais pouvoir m'auto-racheter. C'est quoi ce délire? Donc j'étais déjà en train de me casser la tête. Comment je vais garder mon projet de galerie live, hein, vivant et si jamais j'ai normal. Mais bon. Voilà, le concours en a décidé autrement et j'ai pas eu, donc c'est très bien. Et là-dessus, voilà, mes parents m'ont fait confiance, m'ont beaucoup aidé parce que quand on est étudiant, on peut pas être toute la journée. À l'époque, c'était ouvert les après-midi. Les artistes aussi, c'était, je dirais, toute cette première phase de la galerie, c'était presque comme une phase associative, même si c'était la même boîte. Mais il y avait un côté un peu, on fait comme on peut. Mais j'en garde. Il y a un très grand galeriste qui m'avait dit un jour, arrête de dire que t'as commencé à ce moment-là, jusqu'à ce que tu finisses tes études, tu devrais dire que c'était un essai et puis cacher un peu cette période-là. Je dis non, parce que c'est là que j'ai rencontré des artistes, certains avec qui je travaille encore. Et c'est ça qui fait notre force, finalement, c'est d'avoir et ces archives et cette connaissance. Et ça m'a fait énormément plaisir. Cet automne, il y a quelqu'un sur Instagram, c'est ça qui est beau, qui m'envoie le carton de septembre 92, du 2 septembre 92, qui était mes 18 ans, en fait. Et je m'étais offert une exposition à laquelle je croyais beaucoup. Et le line-up était pas mal. C'est encore des artistes en exercice, connus, etc. Et la personne m'envoie ça. Et voilà. Et on se dit, si, voilà, je vais pas rougir d'une phase qui était, oh, mon Dieu, j'avais 25 mètres carrés, c'était plus petit que la pièce où on est aujourd'hui. Et en même temps, voilà, il y a eu des très très belles choses de faites. Aussi des artistes qui ont disparu. Il y a des artistes qui n'ont pas continué. Mais ça fait partie du métier. Ça fait partie du métier de croire en quelqu'un sur la durée. Et puis, ça se fait ou ça se fait pas. Très beau. Tu as déjà parlé de plein de succès, plein de réussites, mais j'aimerais que tu me racontes un succès professionnel, celui qui te vient à l'esprit, celui dont tu es peut-être le plus fier, celle où tu as fait bouger les lignes. Je pense que, moi, je suis pas dans une logique de réussite parce que comme je sais pas très bien où est le but final, j'ai du mal à dire ok c'est bon c'est fait. D'ailleurs, ce serait assez tragique. Je pense le jour où ça m'arrive, je serais un peu déprimée. Mais les succès, si on peut les appeler ainsi, c'est plutôt de bouger les lignes on se dit waouh, c'est probablement les aventures en Chine parce qu'on part de beaucoup plus loin. Et paradoxalement, on va beaucoup plus haut. En Chine, on vient à un moment où on peut avoir des espaces de fou, faire des projets de dingue et avoir un résultat encore plus étonnant. Et donc, me viennent à l'esprit plusieurs choses. La première fois où tout d'un coup, je me retrouve... j'essayais de vendre intellectuellement JR aux autorités chinoises pour la Biennale de Shanghai. C'était il y a quasiment 10 ans. C'était il y a 9 ans. Très exactement. Donc la Biennale n'était pas encore hyper connue et c'était très contrôlé, ce qui est présenté et tout, donc pas facile. Et puis de fil en aiguille, on se retrouve à avoir les œuvres les plus grandes dans cette Biennale. On me dit que je vais faire partie du board voilà, je me retrouve propulsée grâce au talent de l'artiste, faut quand même le dire, parce que c'est que s'ils ont accepté, c'est que et l'avenir lui aura tout à fait donné raison. Mais voilà, on se retrouve à un moment où en France, on est encore en train de se demander si c'est un vrai artiste ou pas, ou s'il colle, ou s'il y avait des débats. Et là, tout d'un coup, propulsé à l'entrée de la Biennale de Shanghai avec des grandes tranches de rire avec l'artiste, parce que on était un peu lost in translation en permanence. Et puis on me dit, voilà, maintenant tu vas être au board cette année. Ce qui voulait pas dire énormément, c'était plus, puisqu'ils avaient déjà accepté la chose, mais ça, c'était un peu une petite victoire, sur un truc qui n'était pas gagné. De la même façon, quand j'ai ouvert mon deuxième espace à Shanghai,
J'ai eu un moment, j'aime bien rester la nuit à la galerie pour imaginer les accrochages. C'est des moments de calme et c'était un espace qui faisait 1000 mètres carrés, quasiment d'un tenant. Il y a une petite partie bureau et une partie de côté, mais il y avait au moins 800 mètres carrés d'un tenant, 9 mètres sous plafond. Et je m'assieds là. Je devais réfléchir à mon expo, puis je me dis, mais c'est peut-être ça dont j'ai rêvé quand j'avais 15 ans. Et là, j'ai eu un petit moment même de vide. On est face à une falaise. Donc, je sais pas si ce sont des succès, mais en tout cas, c'est des petites victoires sur un moment où on a eu une vision. On se dit, bah tiens, c'est fait. Et puis, du coup, on remonte en selle tout de suite parce qu'il y a 40 autres projets qui attendent. Mais voilà, rien n'est gagné d'avance. Cette obligation de se réinventer, cette audace perpétuelle, enfin, c'est un peu ton quotidien, c'est ça? C'était quand même d'aller défendre auprès d'autres personnes des projets, des artistes, des expos en permanence, non? Oui, ça fait longtemps que j'ai fait une croix sur le fait de me reposer un moment. On est tout le temps, alors je suis pas du tout joueuse de poker, mais du peu que j'en comprenne, on est tout le temps tapis. Et ça, c'est vrai pour tous nos métiers. Qu'on en parle avec un très grand galeriste ou quelqu'un qui commence et qui a pas de moyens, c'est quand même tout le temps, on remet l'ouvrage et on y va et on y croit à fond et on est peut-être un peu tout seul à y croire. Et ben faut y aller. Mais c'est aussi une dynamique, c'est ce qui nous fait lever le matin. Je dis toujours en rigolant, moi je me lève le matin sans réveil. Alors quand j'ai un avion, je le mets quand même, et en général je me réveille un quart d'heure avant. Voilà, c'est qu'il y a toujours le petit drive. Il y a toujours quelque chose qui fait que ça nous garde en haleine. Et si nous en interne on commence à pas être en haleine, je vois pas comment on passionnerait et nos artistes et notre public. Comment est-ce que tu coupes quand même de temps en temps? J'imagine qu'il y a des moments où tu es obligé de te ressourcer. Alors jusqu'à il y a 6 ans, c'était quelque chose qui m'était étranger. Et c'est avec la naissance de ma fille que j'ai découvert, et donc son papa, que j'ai découvert ce qu'étaient des vraies vacances. Parce qu'avant je partais en vacances, mais pour aller voir un musée, et donc pour négocier la prochaine expo, pour aller voir des ateliers, pour découvrir. Enfin, pour moi c'était essentiel. J'allais en vacances à New York, donc le truc le plus reposant de la terre, pour me faire toutes les galeries. Et donc j'ai découvert avec les enfants, avec un mari qui est très les pieds sur terre, et heureusement qui contribue à mon équilibre, que s'il fallait s'arrêter de temps en temps, parce que je fais partie de ces entrepreneurs qui ont même eu des problèmes de santé. Je trouve qu'au contraire faut en parler, avec des choses graves qui font que tout le monde dit non, on va à l'hôpital, et là on arrête. Donc on doit débrancher de force. Ça m'arrive rarement, mais c'est arrivé. Nos corps ont tous des limites. Et voilà. Et du coup, de fil en aiguille, en découvrant les vacances, j'ai redécouvert, parce que j'ai fait énormément de natation enfant et c'est un peu mon élément, l'eau. J'ai redécouvert les sports aquatiques, donc le surf, et j'adore parce que je suis assez mauvaise. Les gens me disent mais tu dois être super bonne et tout. Pas du tout. Et j'aime bien de galérer, me prendre. Je passe plus de temps la tête dans l'eau, les bras en feu, que gracieusement sur ma planche. Ça arrive aussi, heureusement, parce que sinon ça fait longtemps que j'aurais arrêté. Mais ça fait beaucoup de bien, ça vide la tête. Et je pense que comme beaucoup d'entrepreneurs, on se retrouve avec des métiers très prenants, mais on a besoin de quelque chose pour décompresser. Il y en a qui font des sports extrêmes, ou d'autres activités où vraiment vous pouvez pas, votre cerveau au boulot, là tout d'un coup il faut vraiment le débrancher. Sinon oui, quand je vais me coucher, je pense au boulot. Quand je me lève, la première chose, aux grandes dames de mon mari, c'est de voir s'il n'y a pas une urgence à Shanghai, comme je disais tout à l'heure. Il y a les enfants à lever, il y a le petit déj à faire, et non, c'est très très dur de décrocher. Ouais, on n'est pas dans des métiers où il y a un horaire. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Donc voilà, donc les trucs, c'est les enfants et un bon sport qui est. J'ai beaucoup fait de yoga aussi. Ça m'a permis de sortir certaines choses, mais en ce moment c'est plutôt le surf, hein, et donc les vagues qu'on se prend dans la tête. Est-ce qu'il y a dans ton parcours professionnel des personnes ou une personne qui t'a spécialement inspiré dans sa manière dont elle se comportait, dont elle travaillait, dont elle parlait? J'ai eu la chance d'avoir le droit de publier pas mal de livres, et dans tous mes livres il y a 4 lettres à Léo. C'est mon mentor, c'est ça a été Léo Castelli, donc, qui a été le grand marchand du XXe siècle, qui a un peu structuré le marché de l'art. Alors, grâce à sa femme, faut quand même, Ilena Sonnabend, qui elle était l'œil, mais lui c'était le cerveau.
et que j'ai eu la chance de rencontrer à la fin de sa vie. D'abord quand j'avais 15 ans, et ça a été une rencontre déterminante. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui est quelque part, s'il y a des gens qui sont sur notre épaule et qui nous disent quelque chose, oui, je pense qu'il n'y a pas une journée où il n'y a pas une des phrases qui m'a dite qui ne revient pas. Et je cite souvent, d'ailleurs, c'est marrant parce que parfois je me mords la langue en disant « Oh ben non, j'ai dit cette phrase, mais en fait c'est lui qui me l'a dit, faut que je crédite. » Donc c'est, voilà, ça a été un mentor. En plus, bien sûr, de mes parents. On n'est pas dans une cérémonie d'Oscar, donc je vais pas faire une longue liste, mais dans les personnes vraiment inspirantes et qui souvent, je dis, m'a poussé de la falaise pour prendre mon envol, c'est quelqu'un qui a été déterminant. Avec la première rencontre qui était lors d'une FIAC, qui était à l'époque encore au Grand Palais, avant qu'il y ait les travaux et avant qu'elle n'y revienne, donc dans les années 90, c'était la galeriste allemande de ma mère qui me dit si tu veux être galeriste, et c'est là donc j'avais dû en parler, je m'en souvenais pas trop mais j'avais dû en parler enfant, voilà la personne qu'il faut rencontrer. C'est le pape de... Et c'était à l'époque où il avait fait un film et un livre avec Claude Berry. Claude Berry était fasciné par cet homme, et collectionneur, et il avait acheté beaucoup d'œuvres, et donc ils avaient collaboré, et il signait ce livre. Et alors j'osais pas y aller, j'étais extrêmement timide. Et c'est ma petite sœur, qui est vraiment beaucoup plus jeune que moi, qui avait, elle, 7-8 ans à l'époque, qui dit « Monsieur, ma sœur rêve de vous rencontrer ». Bien sûr, le vieil homme est amusé, parce que c'est un peu cocasse dans une signature de livre à une FIAC où il n'y a que des collectionneurs et tout ça très, très entendu. Une petite qui arrive, qui grille tout le monde. Il dit non, mais viens. Et c'est comme ça qu'est née une amitié. Et ensuite, j'avais la chance d'être dans une éducation bilingue, donc j'allais aux États-Unis adolescente, et je me retrouve à New York. Ensuite, juste 1 an et demi après. Et je sonne à sa porte en disant monsieur, vous m'aviez dit ça en octobre dernier, il y a 2 FIAC, j'arrive, je voudrais faire un stage chez vous. Alors il faut dire, pour la petite histoire, mon amoureux, qui est aujourd'hui le papa de ma fille, avait été lui aussi déjà à New York. Il faisait son service militaire à New York, le VSN à l'époque, et donc je voulais absolument trouver un stage, j'étais très très motivée. Et là, il m'a donné plein de conseils. Ça s'est transformé en une relation qui était très espacée parce que c'était quelqu'un qui est déjà bien à la retraite, mais régulièrement avec des grandes inspirations. Et puis après, j'ai appris à redécouvrir sa vie aussi parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages qui ont été écrits après sa mort. Donc toute la première phase, quelqu'un d'extrêmement inspirant. Donc c'est marrant parce que quand je relis ses biographies, il y a toutes les premières phases de sa vie que je ne connaissais pas et dont bien sûr il m'a pas beaucoup parlé, et je comprends mieux. Puis sur la fin, je retrouve des phrases, des mimiques, des sourires, un œil qui pétille et qui m'a beaucoup inspirée. Ouais. Il avait conscience d'être ton mentor, d'être une personne importante pour ta vie professionnelle ? Je pense qu'il l'a même décidé. Il a décidé à ce moment-là. Et j'imagine, j'en saurai plus quand j'aurai son âge, mais quand on passe un certain âge dans la vie et qu'on est à la fin de sa vie, et on le sait, qu'on peut soit détester tout le monde, soit être inspirant. Et c'est pas que je pense, je suis sûre qu'il a choisi à ce moment-là de transmettre. Pas à une seule personne, il était dans une phase de transmission. Et d'ailleurs, les très bonnes biographies qui ont été écrites sur lui, j'ai l'impression que ça s'est passé un peu comme ça. Il y a eu des entretiens avec des journalistes ou des écrivains qui l'a fasciné parce qu'il avait envie de transmettre. Encore quelque chose de très intelligent. Comment survivre à son propre corps en inspirant d'autres gens. Et je pense que sa plus grosse réussite, c'est pas ce qu'il a vendu ou casé dans tel musée, c'est plutôt ça. C'est que dans 100 ans, il sera encore un grand marchand. Il sera encore celui qui a redéfini le marché de l'art américain de la moitié du XXe siècle. Ça, c'est pas une question d'argent. Ça passe par ça, bien sûr, mais ça passe par l'inspiration qu'on donne à d'autres. À ton tour, alors t'es loin d'être à la fin de ta vie, mais est-ce que tu es inspirante quand même pour des jeunes ? Et est-ce que tu as des conseils un peu à donner à tous ces jeunes qui rentrent sur le marché du travail, alors qui s'intéressent peut-être à l'art ou pas ? Je sais pas si je suis inspirante, et puis après avoir parlé de Léo Castelli, c'est un peu dur. En tout cas, j'essaye de transmettre.
Ça fait partie des investissements de temps que j'aime donner. J'enseigne régulièrement, alors moins qu'avant, parce que pendant des années j'ai enseigné vraiment tous les mercredis à Sciences Po. Les voyages me le permettent pas maintenant, mais pas plus tard que lundi dernier, j'étais encore à Sciences Po pour essayer de transmettre ce qui est notre métier, cette flamme, cette passion. C'est difficile aujourd'hui, je trouve, d'inspirer des jeunes. Alors en conférence ou en cours, je trouve que ça marche encore. Mais aujourd'hui, on est face à des choix de carrière pour les jeunes qui sont extrêmement compliqués. Et on peut leur dire vas-y, fais ce que tu as envie de faire, sauf qu'il y a, il me semble, des valeurs qui ont tellement été bouleversées, entre autres, parce que là je pourrais ne parler que ça pendant 2 heures, mais entre autres par l'instantanéité, qui fait qu'il y a une volonté d'avoir un retour tout de suite. Or, alors moi je suis le contre-exemple de ça, il a fallu bosser, peiner, travailler avant d'avoir le moindre premier retour. Je parle même pas de succès. Et pendant des années, je pensais que j'y arriverais pas. Enfin, faut être très clair. Et j'ai même dû avoir un job à côté pour pouvoir être sûr de payer les fins de mois, etc. Donc c'est pas simple. Et aujourd'hui, on vend dans notre société un côté, il faut que les réformes soient faites tout de suite, les effets tout de suite. Ça, on le voit bien politiquement. Il faut que les fortunes soient faites tout de suite parce qu'on nous érige des modèles de personnes qui ont fait fortune en 3 ans et qui sont devenues multimilliardaires. J'ai dit, enfin, très bien, mais c'est le contre-exemple de tout le reste. Tout ce qui est solide, ça prend une vie. Donc on veut de l'instantané, on veut du beau, on veut du facile, on veut que ça brille, alors que la vraie vie, c'est pas du tout ça. Et c'est là où, quand on a des stagiaires, et on a eu même des moments difficiles à la galerie, on a eu des stagiaires où on était, alors que moi j'ai adoré avoir des stagiaires, et on a une famille de stagiaires, justement de jeunes, parce que j'adore cette transmission, où on a raté. Alors on peut parler de succès, mais on peut aussi parler d'échec. On a eu une année, ça a été difficile, parce qu'on n'a pas transmis, et donc il y avait une frustration de tous les côtés d'ailleurs. Et j'impute ça, nous, parce qu'on a énormément de boulot, certainement, mais aussi parce que la valeur travail, elle a vachement été mise à mal. Et moi, je ne sais pas faire autrement. Et d'ailleurs, je reste convaincue que les grandes réussites, elles viennent avec beaucoup de travail. Mais on n'en parle pas beaucoup. On va dire, ah mais oui, cette personne s'est levée, elle est tout de suite magnifique, elle a, c'est un peu le brushing et le machin et le truc, et hop, c'est interview tout de suite. Non, en fait, c'est pas du tout ça. Vous êtes d'abord sur des projets à succès, vous êtes d'abord seul, il faut convaincre des gens, ensuite cette équipe doit trimer. Voilà, il y a pas, c'est pas le loto, hein. Et on est un peu dans une société de l'immédiateté. Donc pour les jeunes, il y a un petit mensonge. Il y a une petite publicité mensongère sur comment la vie se passe, je trouve, et c'est ce que j'essaye avec les enfants, les miens en tout cas, d'essayer de leur inculquer des valeurs un peu plus profondes. Après, on verra, hein, peut-être qu'ils auront la chance de tout réussir très vite, et je retirerai tout ce que j'ai dit. Il y a récemment, tu as appris donc que les vacances valaient le coup d'être prises. Est-ce qu'il y a autre chose que tu as appris récemment, où tu t'es dit, j'aurais bien aimé le savoir plus tôt? Ah bah tous les jours, j'apprends des choses. Alors, c'est mon côté laborieux. J'ai pas trouvé le livre de recettes pour réussir, mais ouais, tous les jours j'ai des illuminations. Alors c'est assez drôle parce que j'ai la chance d'avoir des équipes, une partie de l'équipe qui est là avec moi depuis très longtemps, puis ça les fait rire. Parce que quand j'ai une sorte d'illumination, genre, oh, mon Dieu, j'ai compris la quadrature du cercle, elles me disent, oui, ça fait juste 10 ans que t'en parles, et voilà, ça y est, donc c'est plutôt d'arriver à le formaliser, peut-être. Mais ça va, je vais être très trivial, mais d'une recette de cuisine à une technique artistique, à résoudre un problème de transport, des choses comme ça, parfois. Comment on peut faire pour que... ou dans mon métier de tous les jours, comprendre comment faire pour mieux répondre à des appels d'offres, qui est un très très gros enjeu puisqu'on veut emmener les artistes ailleurs. C'est pas facile, les appels d'offres, pour tous ceux qui nous écoutent et qui en ont fait, on trime, on n'a pas de recette magique, puis tout d'un coup on se dit, ah mais tiens, ça a marché, j'ai compris qu'il fallait mieux présenter ce jour-là. Voilà, ça peut être, c'est des choses très très triviales,
Et puis il y a des choses que j'ai toujours pas compris, puisque il y a que des choses qui ne marchent pas. Et suite au prochain numéro, on verra comment on va y arriver. Mais c'est bien, il y a toujours des obstacles. Est-ce qu'en plus d'aller chercher tous ces artistes partout dans le monde, tu prends le temps de lire ou d'écouter des podcasts ou d'autres types d'émissions? Alors lire, comme je disais avant, j'ai préparé normal. Je suis une ancienne cagneuse, donc et c'est pas peu dire. Donc ça reste essentiel, même si c'est très mis à mal parce qu'effectivement le temps est compté. Je n'ai plus le luxe de lire autant qu'en cagne. C'était non-stop. Écrire aussi, ça fait partie de mon oxygène. Écrire, alors du coup, les éditeurs sont plutôt friands de publier des livres sur mon domaine d'activité professionnelle. Très bien, grand bien m'en fasse. On a sorti l'année dernière un livre sur Futura, un des artistes que je promeus et que j'admire énormément et qui est légendaire dans le milieu du street art. Mais voilà, il y a régulièrement, il y a une douzaine de livres parce que j'aime ça. Et depuis peu, mais parce que les podcasts au fond ça existait dans une autre manière depuis longtemps, mais depuis quelques années seulement, effectivement, les podcasts m'accompagnent partout. Et il se trouve qu'en interne, c'est devenu même un petit sujet de discussion. On se conseille les uns les autres des choses, ce qui est extrêmement pratique quand on est mobile. En fait, ça nous permet de garder un ton. Et je repense la semaine dernière, j'étais à Shanghai et justement le matin, je me mettais des podcasts. Le soleil se lève et vous avez quand même, ça fait des petites encres en fait, d'avoir la voix que vous aimez, le sujet qui vous intéresse. Dehors, c'est l'explosion. Il y a de bruit, de sens, de choses qui se passent, mais c'est un peu des moments de stabilité. Mais au fond, ça me fait sourire quand j'y pense, parce que j'avais un papa qui écoutait beaucoup la BBC. Et donc, petite, on avait France Inter et la BBC en permanence. Puis il adorait comparer. Et il voulait pas rater des émissions. Il n'y avait pas les podcasts. Donc lui, il fallait, à l'heure, écouter les choses. Et au fond, ça me ramène à ça. C'était des moments assez sanctuarisés, parce que c'est comme ça que c'était un peu notre moment d'anglais, etc. Mon père était étranger, donc il se raccrochait à d'autres mondes. Et ça nous fait voyager facilement. Donc, ouais, au fond, l'histoire ne fait que se répéter. On arrive à la fin de notre conversation. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ton avenir professionnel? Que ça continue déjà, c'est énorme. Moi, je suis plutôt d'un naturel prudent, donc c'est pas tant souhaiter, c'est de faire attention à ce qui est pas d'embûches. Et une fois de plus, quand on est entrepreneur, on doit faire attention tout le temps à tout. Donc c'est plutôt que les choses run smoothly, que ça se passe et qu'on puisse mettre en œuvre ce qu'on a envie de mettre en œuvre. Mais après, de façon plus large, toujours continuer à découvrir des artistes. Je suis fascinée que ça marche encore. On m'avait demandé à l'époque où j'avais exposé pour la première fois pour sa première expo en France, Shepard Fairey, donc celui qui a fait le poster d'Obama rouge et bleu, qui depuis est devenu une star. Et j'étais complètement épatée qu'une fois qu'Obama l'a choisi, donc c'était des années après, je dis waouh, j'avais eu cet œil dont Léo Castelli m'avait parlé. Il m'avait dit il faut suivre l'art de sa génération. Donc là, on était en plein dedans, et je me dis voilà, dans la vie d'une galerie, c'est fait. Et puis après, entre autres, je croise le chemin d'un jeune JR avec qui on a dû bien s'entendre, assez pour faire pas mal de productions ensemble, de tranches de rire et de autres collages. Il a une équipe hyper resserrée autour de lui, donc c'était un peu la famille. Donc pareil, je me dis, donc 2 fois dans une vie, quand on connaît le succès qu'il a aujourd'hui, on se dit waouh. Un jour, on était en voyage avec JR à Shanghai et j'étais en train de planifier Vils, autre artiste exceptionnel. Et puis il regarde par-dessus l'épaule. J'étais en train de faire un Skype avec Vils à l'autre bout du monde. Et il fait « Oh là là, mais lui, vraiment, si t'arrives à travailler avec lui, vous allez hyper bien vous entendre et tout. » Et rebelote. Et aujourd'hui, il y a un artiste comme Philippe Pantone, dont il y a une offre derrière nous, qui aussi est en train d'exploser. Et je me dis « Waouh, c'est quand même une chance inouïe. » Je pourrais parler d'Erwin Olaf. Ça fait 15 ans qu'on travaille ensemble. On n'en revient pas tous les deux. J'étais allée le voir en disant « Je suis fan de vos vidéos. » Personne ne veut les montrer, ces vidéos, parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas de marché. Moi, je pourrais faire une expo juste des vidéos. Et voilà. Et donc ça, ouais, de continuer à découvrir
Et de faire des bouts de chemin avec les artistes, c'est quand même waouh. S'il y a une seule chose que je veux transmettre à mes enfants, plus que du patrimoine, de l'argent, parce que ça va, ça vient, c'est plutôt ça, c'est d'avoir rencontré ces artistes, de vivre un moment avec ces artistes. C'est quand même waouh, ça n'a pas de prix. Bon, je te souhaite. Merci beaucoup, Merci. Magda. J'espère que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Vous retrouverez les notes et les références citées lors de cet épisode sur notre site humanlx.com, humanlx.com. Vous avez des invités à nous suggérer ? Mettez-nous en relation, nous adorons mener ces conversations sur la réussite. Talent précieux est produit par Human Learning Expedition, cabinet de conseil comportemental qui facilite les réussites des organisations en libérant 4 types de comportements gagnants. Une curiosité pragmatique, une agilité dans la durée, une audace mesurée, une collaboration inclusive. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur HumanLX ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. Merci pour votre écoute et à bientôt.